Bonjour à toutes et à tous par cette journée enneigée. Donc au programme de ce jeudi, nous ferons un point sur les actualités du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous passerons ensuite au focus thématique qui est consacré cette semaine sur le commandement de l'espace, en première ligne face aux enjeux de sécurité spatiale. Et à ce titre, nous accueillons le général de division aérienne, Philippe Adam, commandant de l'espace. Il vous présentera donc le commandement de l'espace et son rôle face aux enjeux de sécurité spatiale. Et nous ferons ensuite le point avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, point de situation des opérations militaires françaises. Avant tout, je souhaite débuter ce point presse en honorant la mémoire de la maréchale des logis Fanny Claudin. Elle servait au 121e régiment du train et a été mortellement blessée lors d'un accident de la route survenu durant une mission opérationnelle d'escorte de convois logistiques. La maréchale des logis Fanny Claudin était déployée en opération extérieure au Liban depuis le début du mois de novembre. Elle se trouvait au sein de la FINUL dans le cadre de l'opération Daman. Et donc j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et m'associe à la peine de ses camarades et frères d'armes. Je débute les actualités avec un bilan sur le déplacement dans le golfe de Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Du samedi 16 au mercredi 20 novembre, le ministre s'est rendu au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il s'est entretenu avec le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, ainsi qu'avec ses homologues qatariens, saoudiens et émiratis. La tournée du ministre s'est conclue par une visite du 5e régiment de cuirassiers des forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis, les FFEAU. Ce régiment est implanté au milieu du désert, dans un camp militaire émirien. Il participe aux missions de coopération bilatérale avec les pays de la région. Il contribue aussi à la préparation opérationnelle des unités projetées. Celles-ci sont spécialisées dans le combat numérisé interarmes en milieu désertique et en zone urbaine. Lors de ces échanges, le ministre a rappelé l'attachement de la France à la stabilité au Moyen-Orient tout en travaillant à la préservation de nos intérêts stratégiques. Ces intérêts sont la sécurisation des flux énergétiques, la protection de nos compatriotes, le soutien à l'industrie de défense et la lutte contre les trafics. Je poursuis avec le clap de fin de la 9e édition de l'European Cyber Week qui a débuté lundi et qui se termine aujourd'hui. Chaque année, cet événement rassemble les experts français et européens les plus reconnus de l'écosystème de la cyberdéfense et de l'intelligence artificielle. L'objectif est de faciliter les échanges entre divers acteurs de la cybersécurité, des acteurs gouvernementaux, industriels et universitaires. Plusieurs organismes du ministère étaient présents, notamment l'AMIAD, la DGA, le ComCyber, la DGSE, la DRSD, la DRM, la DIRISI, la Marine nationale ou encore l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Je continue avec une autre actualité qui concerne le monde du numérique. Il s'agit du challenge Capture the Flag qui se tient actuellement. Il est dédié à l'OSINT pour Open Source Intelligence, soit en français renseignement d'origine source ouverte. Organisé par le campus OSINT, le thème du challenge porte sur la sécurité économique des entreprises de la base industrielle et de défense, qui est un enjeu majeur pour notre ministère. La première étape de ce challenge s'est déroulée du 14 au 17 novembre et la finale se tiendra le 27 novembre à Angoulême. Elle sera ensuite suivie d'une remise de prix. Les journalistes qui souhaitent assister à cet événement sont invités à se rapprocher du service de presse de la DGA. Je continue avec plusieurs actualités qui concernent les exercices de préparation opérationnelle. Pour rappel, ces exercices garantissent par une mise en situation réaliste l'efficacité, la rapidité, l'agilité, la robustesse de nos forces armées. Dans l'Est, et plus précisément sur la base aérienne 116 de Luxeuil, l'exercice Émeraude s'est déroulé du 11 au 15 novembre. Cet exercice appelé Émeraude pour exercice de maintenance d'envergure avec réaction aérienne urgente et défensive à destination. Et donc c'est un exercice, un entraînement dit haut de spectre,
à destination du personnel mécanicien et navigant. Et il simule un engagement conventionnel soudain de haute intensité en ajoutant de fortes contraintes opérationnelles. L'objectif, c'est la mise en configuration guerre d'un maximum d'avions de chasse sous faible préavis pour les intégrer à un rythme intense de mission. Cet exercice vise donc à renforcer la réactivité et l'optimisation de la planification, ainsi que la conduite des opérations techniques. Et pour plus d'informations, vous pouvez également vous rapprocher du CERPA Air et Espace. Du côté de l'armée de terre, le coup d'envoi est lancé pour l'exercice CERS. Cette année, il a lieu du 12 au 29 novembre. La première partie de l'exercice se déroule actuellement à Annecy, en Haute-Savoie. Et ensuite, la seconde se déroulera en haute montagne, à Valloire, dans les Alpes. Donc CERS est un exercice annuel de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et il permet aux unités de s'entraîner dans un cadre interarmes afin de maintenir leur expertise, travailler leur interopérabilité et parfaire leur préparation au combat de haute intensité en haute altitude. À cette occasion, plusieurs manœuvres seront menées par les détachements présents, comme des tirs d'artillerie, d'infanterie, des manœuvres de blindés avec l'appui du génie. N'hésitez pas à vous rapprocher du CERPATER si vous souhaitez plus d'informations. Côté Marine nationale, l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine, a prononcé hier l'admission au service actif du bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier. Cela signifie que le Jacques Chevalier est désormais déclaré pleinement opérationnel et en mesure d'être déployé depuis son port-base de Toulon sur ordre du chef d'état-major des armées. Le bâtiment a été livré à la Marine nationale par la DGA en janvier 2023. Il a déjà pris part à des entraînements interarmés ainsi qu'à des exercices conjoints de préparation à la haute intensité avec des marines partenaires, notamment lors de la mission Aquila. Le Jacques Chevalier et son équipage ont déjà passé plus de 193 jours hors du port-base, dont 153 jours en mer. Ce déploiement a confirmé ses performances, son interopérabilité et sa capacité à produire des effets opérationnels. Il s'agit du premier bâtiment ravitailleur de force. 3 autres bâtiments sont également prévus à l'horizon 2026, 2028 et 2033, dans le cadre de la déclinaison de la loi de programmation militaire. Et ils remplaceront progressivement les bâtiments de commandement et de ravitaillement, dont seule la Somme est encore en service. Leur mission principale consiste donc à assurer le ravitaillement en munitions, en vivres et en combustible naval et aéronaval. Ce ravitaillement est destiné aux unités du groupe aéronaval ou d'unités concourant à la sûreté de la dissuasion océanique. Sa mission, c'est également de fournir un soutien technique et humain. Ces nouveaux bâtiments augmentent l'autonomie de la force soutenue en lui permettant de tenir loin et longtemps sur toutes les mers du monde. Et j'en profite pour vous signaler le nouvel épisode de Pensée stratégique qui est justement consacré aux enjeux maritimes. 3 experts échangent leur point de vue sur les espaces maritimes et leur intérêt stratégique. Et vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Enfin, je termine les actualités avec la poursuite des commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la victoire. Jean-Louis Thiriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants, se rendra à Metz demain dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la ville. À cette occasion, il inaugurera la maison régionale de la mémoire du souvenir français à Metz. Et le lendemain, le samedi 23, le ministre délégué se rendra à Strasbourg. Il participera à la cérémonie de commémoration pour célébrer les 80 ans de la libération de la ville aux côtés du président de la République. Une remise de décoration aux emblèmes de la 2e division blindée du général Leclerc y sera également organisée. Et le ministre délégué accompagnera ensuite le président de la République à une cérémonie commémorative sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, ainsi qu'à une visite au mémorial Alsace-Moselle. Enfin, Jean-Louis Thiriot sera présent lors d'une veillée au flambeau au mémorial de Struthof. Avec cette séquence à Strasbourg, le chef de l'État clôture ainsi l'année commémorative 2024, qui avait débuté en avril par le 80e anniversaire des combats des Glières. Et j'en profite également pour vous annoncer
la sortie du 5e épisode de la web-série Ils ont libéré la France, qui sera consacré justement à la libération de Strasbourg. Il sera disponible dès demain sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Avant de passer au focus thématique, avez-vous éventuellement des questions en salle ou en audio sur les actualités du ministère? Donc, je passe au focus. Après avoir évoqué des actualités en mer et sur terre et dans les airs, nous prenons encore davantage de hauteur en nous tournant vers l'espace, un milieu aujourd'hui au cœur des enjeux de sécurité et de souveraineté. Comme vous le savez, comme l'actualité ne cesse de nous le démontrer, l'espace exo-atmosphérique est un enjeu de rivalité à la fois géostratégique, industrielle et commerciale. Il implique aussi bien des acteurs étatiques que non étatiques. Conscient de l'importance grandissante que prenaient ces enjeux, le ministère s'est doté dès 2019 d'une stratégie spatiale de défense. Cette stratégie vise à renforcer les capacités spatiales militaires françaises, que ce soit par le développement de nouveaux équipements ou au niveau opérationnel. Elle s'est également accompagnée de la création du commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace à cette même année. Et depuis, sa montée en puissance se poursuit. Le but est de renforcer les opérations spatiales militaires nécessaires à la protection des intérêts spatiaux nationaux. Et l'objectif est aussi la préservation de la liberté d'accès et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Pour illustrer ces propos, je vais maintenant céder la parole au général de division aérienne Philippe Adam, qui vous présentera plus en détail le commandement de l'espace et le rôle que joue ce dernier. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la directrice. Bonjour à tous. Le commandement de l'espace, comme ça vient d'être présenté, se trouve d'ores et déjà au cœur des opérations spatiales militaires. Il est question dans le titre ce matin des enjeux de la sécurité spatiale. Et je vous propose donc de commencer par un rapide tour du côté de la menace. Nous continuons à assister à une désinhibition de certains acteurs. Si l'espace était jusque-là plutôt épargné par les affres des conflits terrestres, c'est désormais terminé. Chaque conflit, et vous savez qu'il y en a pas mal dans le monde, connaît aujourd'hui une extension spatiale plus ou moins marquée. Sur l'arc géostationnaire, le satellite Louche Olympe, dénoncé en 2018 par le ministre des Armées de l'époque, est toujours là. Il a été rejoint depuis par un petit frère butineur. Les démonstrations de tirs anti-satellites, dont la dernière par la Russie date de novembre 2021, rappellent les aspects les plus dangereux de l'ensemble des menaces auxquelles il faut nous préparer. Actuellement, nous constatons aussi des brouillages GPS sur de larges zones bordant la mer Baltique ou la mer Noire. On peut également rappeler que le début du conflit en Ukraine a été marqué par une attaque cyber sur les réseaux Viasat commercial utilisés par les forces ukrainiennes, mais pas que par les forces ukrainiennes. Les satellites ont des comportements observés non conformes à leur mission déclarée. Je souligne d'ailleurs que d'autres pays que la Russie ou la Chine commencent à développer des capacités spatiales qui sortent des classiques satellites d'observation ou de télécommunication. Les faits confirment la prédiction de la stratégie spatiale de défense de 2019. De nombreuses menaces potentielles à l'époque sont aujourd'hui une réalité. La perspective d'un conflit dans l'espace est concrète, il faut vraiment s'y préparer. Le commandement de l'espace a été créé, comme ça vient d'être rappelé, le 3 septembre 2019. Nous avons fêté notre 5e anniversaire, pour être prêt à faire face à ces menaces et incarner la partie militaire de la stratégie spatiale de défense, publiée quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, devant vous, il est donc utile de faire un point sur cet objet qui est encore relativement nouveau dans l'organisation des forces armées. Les missions du commandement de l'espace sont les suivantes. De maintenir un appui spatial aux opérations militaires, de planifier et de conduire les opérations militaires de maîtrise de l'espace, et enfin, il a vocation à concentrer l'expertise des armées en matière spatiale. Bon, en résumé, la vocation du CDE, c'est de répondre à la question, pour le spatial militaire, quel numéro de téléphone? En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Et que sommes-nous en train de faire dans ce petit grand commandement interarmé qui a été confié à l'armée de l'air et de l'espace? L'essentiel a été inscrit dans la loi de programmation militaire. Il s'agit tout d'abord d'améliorer et d'adapter les capacités de soutien aux opérations. Pour observer, la production du renseignement d'origine image, ROIM, repose aujourd'hui sur les satellites CSO, dont les 2 premiers ont été lancés en 2018 et en 2020. Je range également
dans l'observation les capacités d'écoute indispensables aux renseignements d'origine électromagnétique, ROEM. Elles sont fournies par le triplet de satellites CERES, lancé en 2021. Ces vecteurs seront remplacés vers la fin de la décennie par ceux que fourniront les programmes IRIS et Céleste, toujours inscrits dans la loi de programmation. Pour communiquer, toujours au chapitre du soutien aux opérations militaires, la génération 4 des satellites Syracuse a été lancée en 2021 et 2023, 2 satellites. Elle est désormais opérationnelle et nous sommes actuellement en train de conduire les dernières opérations de la vie des 2 satellites de la génération précédente, qui conduiront à leur réorbitation et à leur passivation, conformément aux engagements de notre pays concernant les débris en orbite. Ces capacités patrimoniales sont complétées par des services commerciaux complémentaires et de plus en plus nombreux sur les marchés. Par exemple, dans le domaine des communications militaires par satellite, nous utilisons depuis longtemps des ressources commerciales pour répondre aux flux de plus en plus importants dont les armées ont besoin. Cela, nous sommes engagés à le développer aussi pour toutes les autres missions. Un recueil d'images, surveillance de l'espace, écoute, etc. Il s'agit ensuite, pour nous, de développer les moyens d'assurer une maîtrise de l'espace suffisante, comme l'a dit la directrice, pour protéger nos intérêts et préserver notre liberté d'action. La connaissance de la situation spatiale est primordiale. Détecter tous les objets, satellites comme débris, mais surtout comprendre ce qui se passe. Qui sont les acteurs? Quelles sont leurs actions? Quelles sont leurs intentions? Le second volet, c'est l'action dans l'espace. Là aussi, la loi de programmation militaire prévoit des programmes essentiels. Le radar grave est une capacité rare et précieuse. Il a été modernisé récemment pour augmenter le nombre d'objets à surveiller et la qualité de la réception. Nous avons entamé des réflexions sur son successeur, dont la technologie et l'architecture seront probablement différentes, pour suivre l'augmentation frénétique de la population orbitale et rechercher la redondance, en plus d'une augmentation de la couverture. La nouvelle mission, Action dans l'espace, nécessite de son côté une approche incrémentale. D'abord des démonstrateurs pour explorer les concepts d'emploi, puis des capacités opérationnelles. Le CDE et surtout son laboratoire d'innovation, le LISA, que vous connaissez probablement, travaille avec la DGA, l'AID et les industriels, dont des start-up, sur 2 programmes expérimentaux pour des patrouilleurs dans l'espace. L'un sur l'arc géostationnaire, déjà mentionné, le programme s'appelle IODA, et l'autre pour les orbites basses, appelé Toutatis, qui a été annoncé en septembre dernier. La suite sera prise par des capacités opérationnelles plus robustes et plus capables. L'une d'elles sera fournie par le programme Égide, engin géodérivant d'intervention et de découragement, inscrit dans la loi de programmation, et qui devrait voir le jour avant la fin de la décennie. Enfin, j'en parle en dernier, mais c'est une des clés des succès futurs, l'efficacité opérationnelle, comme la complexité des opérations spatiales, ainsi que la connectivité dont il faut absolument disposer avec les autres milieux opérationnels et nos partenaires, nous impose de développer un système de commandement et de contrôle à l'automatisation poussée. Une approche incrémentale est requise dans ce domaine aussi, incarnée par le programme de démonstration SysNext, qui sera suivi par le programme Astreos, qui fournira les équipements définitifs. Pendant ce temps, le CDE mène déjà des opérations tous les jours. Par exemple, le Cosmos, Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, un acronyme bien choisi, qui vient de déménager de Lyon à Toulouse, tient à jour l'état de la situation spatiale. Il l'exploite pour prévenir, entre autres, les rentrées à risque, ces gros objets qui finissent par retomber les uns après les autres sur la Terre. Il dispose aussi d'experts de la météo spatiale dont les prévisions permettent d'anticiper les perturbations dans les communications radio ou GNSS. Ces perturbations concernent évidemment d'autres applications que les applications militaires. Je veux également souligner l'activité quotidienne du CEMOS, notre unité à Creil, qui assure ce que nous appelons le bout en bout de la chaîne de production image. De la commande par l'utilisateur à la livraison à celui-ci des données issues du recueil par satellite, le CEMOS s'assure que toute la chaîne fonctionne correctement et que les produits sont fournis en temps et en heure. Les opérations menées par le CDE se font également à l'international. L'absence de frontières dans l'espace en fait un milieu très particulier où la coopération est indispensable pour améliorer l'efficacité opérationnelle et apporter de la résilience. Dans ce cadre, le CDE entretient des partenariats bilatéraux avec des alliés, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne en particulier, des partenaires stratégiques
qui ne sont pas des alliés, l'Inde et le Japon notamment, et des liens multilatéraux dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN, via notamment l'installation d'un centre d'excellence de l'OTAN à Toulouse, le COE. Nous avons aussi des conseillers juridiques dans un secteur bien particulier pour suivre et négocier les travaux sur la loi spatiale française et bientôt européenne, mais également dans les instances de l'ONU, où nous participons aux travaux visant l'adoption de règles de comportement responsable dans l'espace. Tous ces efforts ont permis à la France de rejoindre le 14 octobre dernier l'opération Olympic Defender, OOD. OOD est une opération spatiale permanente américaine. Son but est d'obtenir une compréhension complète et partagée entre alliés de l'environnement spatial. Pour nous, c'est une avancée remarquable qui démontre aussi que nous ne sommes pas les seuls à promouvoir les partenariats dans le domaine de la sûreté spatiale, en dépit de la sensibilité des sujets qui s'y rattachent et des intérêts nationaux souvent protecteurs. Tout ceci s'accompagne d'avancées tous azimuts du CDE dans les ressources humaines. Les effectifs dépassent cette année les 300 personnes, une augmentation d'environ 40% par rapport aux effectifs de 2019, avec l'ambition de monter jusqu'à 470 en 2030. Pour renforcer une filière d'expertise, nous avons créé l'Académie spatiale de défense en 2023, qui permet de dispenser des formations via l'ISAE Super-Héros et l'École de l'air et de l'espace à Salon-de-Provence, mais aussi via notre centre de formation interne, le CEFOSM, qui a été créé de toutes pièces pour et par le CDE. L'entraînement du personnel du CDE culmine chaque année avec l'exercice Astérix, le pendant des exercices de préparation opérationnelle qui ont été présentés auparavant, qui reste à ce jour un exercice spatial militaire unique en Europe. Il nous permet de nous entraîner et de nous qualifier dans un environnement multinational, réaliste, et aussi de tester des concepts. Manœuvrer dans l'espace, déployer en urgence une capacité, gérer une crise spatiale ou soutenir les opérations des autres milieux dans les conditions dégradées, par exemple. La première phase de montée en puissance du CDE s'achèvera en 2025 par la mise en service opérationnel du nouveau centre de commandement des opérations spatiales actuellement en construction à Toulouse, au cœur de la base aérienne 101, qui sera recréée, muni du système déjà évoqué de commandement et de conduite propre au milieu spatial. Ce système de combat intégré fournira une réelle autonomie en termes d'appréciation de situation, de capacité de décision et de capacité d'action. Les opérateurs de conduite plateforme du CDE, les pilotes de satellite si vous préférez, mais aussi les planificateurs militaires, seront une vraie source de supériorité opérationnelle lorsqu'il s'agira d'agir dans l'espace. Nous sommes aujourd'hui sur le trait pour une inauguration avant la fin de l'année 2025. Je le répète, c'est un jalon majeur pour le CDE, car c'est réellement son système de combat qui verra le jour à ce moment-là, même si nous n'avons pas attendu la création de ce système de combat pour commencer les opérations. Ce système de combat sera relié au système de commandement français et allié et sera une brique essentielle de l'intégration multimilieu, multichamp pour des opérations militaires modernes. J'ai terminé ce rapide tour d'horizon et je me tiens prêt maintenant à répondre à vos questions. Oui, bonjour, mon général Nicolas Barotte-Figueroa. Vous avez parlé de la dimension spatiale des conflits. Alors, j'ai deux questions à ce niveau-là. Quel est le soutien que le C2 apporte à l'Ukraine en matière de renseignement spatial? Est-ce que vous fournissez des images de renseignement pour les aider à planifier les opérations? Et l'autre question, l'OTAN a récemment mis en avant la guerre hybride de la Russie contre l'Occident, avec en évoquant une accentuation des menaces. Est-ce que dans l'espace, durant ces derniers mois, vous avez aussi constaté une aggravation, une accentuation de la guerre hybride, sous quelles que soient ses formes qu'elle puisse prendre? Merci. Sur l'Ukraine, s'agissant des opérations en cours, je ne ferai pas de commentaires. Vous le savez, mais vous pourrez poser la question à l'EMA si vous le souhaitez. Sur la guerre hybride, les tendances qu'on avait observées ne font qu'augmenter. Donc c'est ce que je vous ai dit. Ce qu'on voyait en 2019, on le constate toujours aujourd'hui et évidemment ça s'accélère. Les pays qu'on pouvait pointer du doigt à l'époque d'ailleurs se multiplient. Il y en a d'autres maintenant qui rejoignent ça. Donc oui, la guerre hybride devient une partie intégrante de la compétition dans laquelle vous savez qu'on est engagé. Finalement, c'est cette espèce de jeu d'intimidation
qui n'est pas vraiment une crise marquée, mais qui permet de se positionner clairement. Et l'espace, clairement, joue son rôle. Ce que je vous ai dit, aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Enfin, on ne peut pas envisager un rapport de force sans prendre en compte également l'espace. Donc, ce qui concerne toutes ces manœuvres partout, c'est aussi dans l'espace, et c'est hybride souvent parce que dans l'espace, tout est dual, tous les acteurs se mélangent et se confondent, et les actions sont assez difficiles à attribuer. En tout cas, pour pouvoir les attribuer, il faut quand même des données précises, il faut aller vite, et c'est pas toujours très simple. Mais ça se rapproche de ce qui se passe dans d'autres milieux. Bonjour Général, Mathieu Rabéchaud, AFP. Est-ce que vous pourriez revenir sur Olympic Defender? En quoi est-ce que ça consiste concrètement? Qu'est-ce que ça apporte à la France? Est-ce que c'est un partage de la situation en tout temps, ou simplement quand il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des officiers de liaison qui sont impliqués de part et d'autre? La sûreté spatiale, aujourd'hui, comme la sûreté aérienne, la sûreté maritime, etc., sont des opérations permanentes. Il faut s'en préoccuper en permanence. Et comme je vous l'ai dit, les risques d'agression ou les menaces émergentes, c'est un souci aujourd'hui qui est quotidien. C'est un souci que nous avons en France et que nous partageons avec nos alliés. Les Américains en sont préoccupés, mais aussi tous nos alliés européens, évidemment. Rejoindre l'opération Olympic Defender, pour nous, c'est une démultiplication des efforts. Comme je vous dis, de toute façon, on est obligé de partager ce qui se passe dans l'espace. Ce qu'on peut faire, nous, Français, dans l'espace, concerne évidemment tous les autres acteurs dans l'espace, puisqu'on se croise en permanence. Ce qu'on fait a des conséquences et peut créer des interférences avec eux, avec nos compétiteurs comme avec nos alliés. Et donc, on a tout intérêt à se coordonner avec nos alliés. Donc, la rejointe de l'Olympic Defender permet de rejoindre une opération établie par un de nos alliés qui a quand même une antériorité sur ce qu'on fait nous. Mais ça permet aussi de créer des liens et d'assurer une bien meilleure efficacité au niveau national. En plus, évidemment, de s'engager à soutenir nos alliés et à créer des moyens de soutenir nos alliés si le besoin se présente. Les intérêts, de toute façon, nos intérêts nationaux et les intérêts de nos alliés sont souvent assez difficiles à distinguer l'un de l'autre. En tout cas, on a tout intérêt à se soutenir mutuellement dans l'espace face à la compétition qui s'y est installée maintenant. Et pour la fin de votre question, oui, nous avons des officiers de liaison. Le CDE a 2 officiers de liaison aux États-Unis qui vont jouer évidemment un rôle dans le cadre de la rejointe de cette opération. Bonjour, Hélène Chachati, journaliste indépendante. Sur la question qui n'est pas tout à fait de l'espace, mais sur la très haute altitude, je voulais savoir quelles sont un peu vos options, vos désirs capacitaires pour ce domaine, et si vous pouviez revenir un petit peu peut-être sur des utilisations que vous auriez de tout ce qui est ballon et pseudo-satellites. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'armée de l'air d'exploiter ce genre de matériel? Oui, non. Alors la question là s'adresse à l'armée de l'air et de l'espace, mais dans la partie air plus que dans la partie espace. La THA, ça n'est pas l'espace. Pour être un objet spatial, il faut faire une orbite complète, ce que ne font pas ces objets dans la THA, qui ont besoin de l'atmosphère pour se sustenter et pour se propulser. Et nous, l'atmosphère, pour les objets spatiaux, l'atmosphère, c'est plutôt un obstacle qu'autre chose, puisque ça freine et ça empêche de faire des orbites complètes. Donc, en fait, les 2 domaines sont bien séparés. La THA, c'est un domaine qui apparaît un petit peu en même temps que l'espace en tant que milieu de confrontation. Donc, évidemment, les développements, on s'y intéresse, mais je ne veux pas en parler beaucoup plus que ça. En revanche, on a un intérêt d'utiliser l'espace pour soutenir ce qu'on y fait dans la THA, que ce soit pour la surveillance, la détection, le suivi, les communications, etc. Enfin, voilà, ce que l'espace peut apporter aux opérations militaires au sens large, qui ne sont pas dans l'espace, évidemment. L'espace, on s'en occupe. Mais le soutien aux opérations militaires dans les autres milieux, évidemment, ça s'adresse aussi aux opérations militaires que l'armée de l'air conduira dans la très haute altitude. Bonjour, mon général Michel Cabirol, La Tribune. 2 questions, en tout cas une précision et une question. Sur les démonstrateurs Yoda et Toutatis, vous pouvez nous rappeler la mise en service de ces 2 systèmes qui sont importants dans l'action dans l'espace. Et la question, c'est est-ce que vous pourriez nous donner, si c'est possible, évidemment, une cartographie des pays qui ont ces capacités de brouillage, de cyber, de menaces orbitales, d'illumination laser, enfin, en tout cas, toutes les menaces que vous avez signées au départ. Yoda et Toutatis, on espère
les satellites sont en cours de préparation. Ils devraient être prêts dans les mois qui viennent. Et après, on les lancera. Donc c'est l'affaire des années qui viennent. Si tout va bien, c'est jamais si simple que ça, évidemment. On devrait être prêt en 2025, et après les lancements dépendront de beaucoup d'autres choses. Encore une fois, pour aller en orbite géostationnaire, les choses ne sont pas si simples que ça. Peut-être un peu plus simple, Toutatis qui a été annoncé après Yoda partira, il n'est pas impossible que ça parte avant. En tout cas, c'est un peu plus simple de lancer des objets, des petits objets comme cela, en orbite basse que de les envoyer en orbite géostationnaire, évidemment. Mais je ne peux pas vous garantir de calendrier aujourd'hui. Il y a encore pas mal d'incertitudes. Sur les menaces et qui dispose des menaces, donc vous avez vu la petite carte qu'on a présentée. C'est à peu près l'ensemble des menaces qu'on peut imaginer. Donc il y en a qui viennent du sol, il y en a qui sont dans l'espace, évidemment. Tout ce qui est présenté existe, mais on le voit évidemment, c'est quand même des moyens qui sont technologiques forts, notamment tout ce qui demande énormément de puissance et qui sont les menaces de la surface vers l'espace. Donc ça, c'est quand même plutôt des grandes nations. Des missiles ASAT, vous savez qu'il y a eu 4 tirs d'essai qui ont été faits par 4 pays différents. Les moyens de brouillage, les moyens laser, ils existent. Là aussi, c'est des moyens technologiques et très puissants, donc c'est plutôt les grandes nations. Mais comme je vous l'ai dit, les manœuvres dans l'espace, aujourd'hui, on les voit plus que simplement pour les grandes nations, et on voit des petites nations qui sont pas forcément historiquement très présentes dans l'espace, qui commencent aussi à développer des moyens d'agir dans l'espace. Et donc l'Iran a fait récemment des déclarations d'ailleurs sur ce qu'ils ont fait, vraiment très récemment, et donc ils s'y sont mis également. Donc c'est pas forcément les pays qu'on attendait sur ce sujet-là, mais maintenant ils sont là. Alors la Corée du Nord, pour l'instant, il commence simplement. Évidemment, on les surveille aussi. On regarde ça intéresse pas que nous d'ailleurs. Mais pour l'instant, ils ont pas grand-chose en l'air. Ils ont un satellite d'observation là qui a été lancé il y a quelques mois, et donc ils commencent simplement. Ils ont eu pas mal de déboires aussi, mais ça commence à fonctionner. Donc là aussi, on surveille à quel rythme ils vont. On voit bien aussi que il y a des pays où la recherche dans le domaine du spatial, enfin la recherche de développer des capacités spatiales s'accompagne aussi de recherche dans le domaine plutôt des missiles balistiques. Enfin, les technologies évidemment utilisées sont assez proches l'une de l'autre. Nous passons maintenant au colonel Vernet pour le point sur les opérations militaires françaises. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Nous allons débuter ce point sur les opérations avec le soutien militaire à l'Ukraine. Dans le cadre de la mission d'assistance militaire à l'Ukraine de l'Union européenne, EUMAM, la formation de la brigade Anne de Kiev touche maintenant à sa fin. Au cours d'exercices de synthèse, les bataillons ont mis en œuvre les savoir-faire acquis dans les domaines du combat interarmes. Ils ont ainsi démontré leur capacité à synchroniser les actions des armes de mêlée et à démultiplier les effets par l'action combinée des appuis drones, du génie et surtout de l'artillerie. Ces exercices exigeants, réalisés de jour comme de nuit, placent la synergie au cœur de l'action et de l'efficacité opérationnelle. Des exercices d'état-major ont actuellement lieu et ils confirment la capacité de la brigade à faire manœuvrer ces unités pour démultiplier les effets produits. On se déplace à l'est maintenant sur le flanc oriental de l'Alliance où les armées françaises poursuivent leur engagement pour la sécurité collective. En Estonie, d'abord du 9 au 10 novembre, la compagnie d'infanterie légère a réalisé un entraînement au combat avec l'Estonian Defence League et les Estonian Defence Forces afin d'approfondir sa coopération avec les partenaires estoniens. D'autre part, en Roumanie, le 18 novembre, le bataillon multinational sous commandement français a officialisé l'intégration du contingent espagnol. Ce bataillon se compose désormais de 4 nations contributrices, que sont la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et la France, pour plus de 1200 soldats. De plus, sur l'ensemble du flanc est, de la Baltique à la mer Noire,
l'OTAN conduit cette semaine la plus grande manœuvre de tir d'artillerie jamais réalisée en Europe, qui est baptisée Dynamic Front. C'est plus de 3700 soldats qui sont engagés dans cet exercice qui met en œuvre la capacité de l'OTAN à commander les feux d'artillerie à moyenne portée, de l'ordre de 40 km, de 28 pays différents. Plus particulièrement, les artilleurs de montagne français sont engagés aux côtés de leurs alliés en Finlande. Guidés par les observateurs, les canons César délivrent les feux dans le cadre d'un scénario de combat de haute intensité. Dans les airs aussi, les aviateurs assurent la surveillance des frontières de l'Alliance. Les avions français poursuivent dans le ciel européen leur engagement au sein des missions Air Shielding de l'OTAN. L'armée de l'air et de l'espace y contribue actuellement avec le déploiement d'un A330 MRTT sur la base aérienne de Powidz, en Pologne. Ainsi, du 12 au 18 novembre, cet A330 MRTT a effectué plusieurs missions de ravitaillement en vol au profit de chasseurs suédois, danois et polonais au-dessus de leurs pays respectifs. On passe à la mer Baltique où 3 bâtiments de la Marine nationale sont déployés simultanément et ils ont participé aux activités maritimes de l'OTAN dans toute la zone pour la semaine passée. Donc en premier lieu, du 10 au 15 novembre, une frégate ainsi qu'un patrouilleur de haute mer, le commandant Blaison, ont participé à l'exercice de lutte anti-sous-marine Merlin 24, qui est organisé par la Suède dans ses eaux territoriales. Cet exercice, dirigé par l'OTAN, a mobilisé des moyens provenant de 10 pays alliés, qui sont la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, Pays-Bas, le Portugal, la Norvège, Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette séquence exigeante au cours de laquelle la Suède avait engagé un sous-marin d'attaque confirme le haut niveau d'interopérabilité des marines de l'OTAN dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. En parallèle, le chasseur de mines tripartite Croix du Sud, intégré au sein du Task Group OTAN de guerre des mines, le Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, a terminé sa participation à une opération de recherche et de neutralisation de mines historiques en Estonie. Au total, ce sont plus de 11 mines qui ont été neutralisées. Depuis le 15 novembre, ces 3 bâtiments sont arrivés à Turku, en Finlande, pour prendre part à l'exercice interallié Freezing Winds 24. Cet exercice multilutte, organisé par la Finlande, regroupera près de 13 nations et engagera plus de 4000 militaires en mer, à terre et dans les airs. On passe maintenant à la Méditerranée centrale où une frégate poursuit sa patrouille et participe à l'opération Irini. En complément, un avion de surveillance maritime, Falcon 50, assure également des vols de surveillance maritime au profit de l'opération. Je rappelle qu'elle a été lancée le 31 mars 2020. Cette opération EUNAVFOR Med Irini vise à faire respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Libye avec des moyens aériens, spatiaux et maritimes. Par ailleurs, une frégate française a intégré le Standing NATO Maritime Group 2, SNMG2. Elle participe désormais en Méditerranée à une patrouille pour renforcer la posture défensive de l'Alliance sur le flanc Est. On passe à la Méditerranée orientale où le 17 novembre, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2, qui opérait depuis la Sud, en Crète, pour y conduire des missions de surveillance au profit de la sûreté maritime, a achevé maintenant son déploiement. Son équipage, qui avait cumulé plus de 90 heures de vol, essentiellement au-dessus de la Méditerranée orientale ou en Méditerranée centrale, a œuvré au profit de la mission Irini. La mission d'appréciation autonome de situation en Méditerranée orientale se poursuit au plus proche de la zone libanaise avec le déploiement d'une frégate. Plus au sud maintenant, en mer Rouge, depuis le 18 novembre, la France réalise ses patrouilles au sein de l'opération européenne Aspides avec l'intégration d'une nouvelle frégate. Sous le contrôle opérationnel du commandant de la zone maritime océan Indien, donc à l'Indien, la frégate assurera au quotidien l'accompagnement et la protection des navires de commerce qu'il demande afin de garantir la liberté de navigation de Suez à Ormuz. D'autre part, du 17 novembre au 2 décembre 2024, le Qatar organise la 9e édition de l'exercice bilatéral interarmé Al-Quds. La France prend pleinement part à cet exercice qui réunit 3 composantes des armées françaises et qatariennes. Le volet terrestre de l'exercice a pleinement débuté. Après une manœuvre logistique d'ampleur qui a vu le transit de plus de 60 véhicules tactiques,
300 militaires français s'entraînent aux côtés des forces qataries et réalisent des manœuvres blindées et une campagne de tir César. Cet exercice, réalisé au sein d'un partenariat de confiance, permet d'approfondir la relation unissant les militaires français et qatariens. Au Moyen-Orient, les rafales de la Basarine projetées au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre Daesh. Du 7 au 14 novembre, ils ont effectué 14 sorties aériennes pour un total de 56 heures de vol. D'autre part, en Irak, la task force Lamassu a commencé cette semaine la formation du 4e bataillon du désert. Dans le cadre de cette coopération opérationnelle bilatérale, les FFEAU mènent des actions de formation conjointes au combat en milieu désertique. Ces unités ont vocation à être déployées aux frontières. Dans le sud du Liban, la Force Commandeur Réserve FCR de la FINUL a été endeuillée, comme vous le savez, par le décès tragique de la maréchale des logis Claudin, survenu le 15 novembre en opération. Les patrouilles et les missions d'appui au profit des autres contingents de la FINUL se poursuivent dans l'intégrité de la zone d'opération. La FCR permet d'apprécier l'évolution du conflit et de maintenir la liberté de mouvement de la FINUL. Dans ce contexte, la FCR continue à assurer une présence quotidienne dans le sud Liban et remplit avec détermination sa mission qui lui est confiée. Plus au sud maintenant, dans la Corne de l'Afrique, du 17 au 20 novembre, les forces françaises Djibouti et les forces armées djiboutiennes ont été engagées dans un exercice interarmé baptisé Wakri 2024. Faisant face à un scénario d'attaque du territoire djiboutien par une milice, les militaires djiboutiens et français ont coordonné leurs actions afin de repousser un adversaire fictif. Cet exercice de haut niveau s'inscrit dans le cadre du traité de défense bilatérale et démontre l'engagement commun pour la sécurité régionale. Toujours en Afrique, les armées françaises s'engagent au quotidien auprès de leurs partenaires pour mener des actions de coopération adaptées aux besoins de chaque pays. Cette semaine, les militaires français et ivoiriens s'entraînent conjointement dans le ciel ivoirien dans le cadre d'un exercice qui s'appelle Touraco 2024. L'objectif est de perfectionner la coordination de la chaîne de commandement des opérations aéroportées de l'ensemble des forces armées ivoiriennes et forces armées françaises. Ainsi, les avions ivoiriens et français réalisent ensemble de nombreux vols, ainsi que des posées d'assaut et des séquences de largage de parachutistes. Par ailleurs, au Gabon, les éléments français au Gabon, les EFG, poursuivent cette semaine leur contribution de formation au stage international Aide Moniteur Forêt, AMF, qui est mené au camp de Gaulle. Ce stage est une spécialisation supplémentaire pour ces militaires déjà formés aux techniques de combat, de survie et de protection en forêt équatoriale. Le Gabon dispose d'un outil de formation unique dans le domaine de la protection des ressources naturelles et les armées françaises participent ainsi au renforcement des capacités des armées partenaires dans ce domaine. Au Sénégal maintenant, du 28 octobre au 15 novembre, les éléments français au Sénégal ont mené avec les forces armées sénégalaises plusieurs activités de coopération opérationnelle dans le domaine du parachutisme. Les entraînements conjoints entre parachutistes français et sénégalais ont permis le partage de leur savoir-faire et témoignent de leur engagement commun à relever les défis sécuritaires dans la région. On passe à la zone Indo-Pacifique et le 14 novembre dans la zone économique exclusive australienne, dans le Pacifique Sud, un exercice trilatéral aéromaritime a réuni les forces armées australiennes, néo-zélandaises et françaises. Les FANC, les forces armées en Nouvelle-Calédonie, ont contribué à cette manœuvre avec la frégate de surveillance Vendémiaire, un avion de patrouille maritime Guardian et un hélicoptère Dauphin. Du côté des partenaires, la frégate néo-zélandaise TKA et les escadrons 725 et 808 de la Royal Australian Navy sont venus renforcer le dispositif. Centrés sur le combat de surface, ces manœuvres illustrent l'attachement des partenaires à maintenir un espace Indo-Pacifique libre, ouvert et sûr. Le 12 novembre, la frégate de surveillance Prairial a appareillé de Maizuru au Japon en compagnie de la frégate japonaise Sendai pour effectuer des exercices conjoints avant de gagner la haute mer. Ces patrouilles bilatérales démontrent l'engagement commun franco-japonais au service de la sécurité régionale. Après ces échanges, le Prairial s'est dirigé vers Busan, en Corée du Sud,
pour une nouvelle étape. Les actions de la frégate Prairial au Japon ainsi qu'en Corée du Sud s'inscrivent dans le cadre de la mission Enforcement Coordination Cell, ECC, qui vise à lutter contre les contournements des sanctions établies sur la Corée du Nord par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On passe maintenant à la zone anti-Guyane, puisqu'en Guyane, les forces armées en Guyane sont engagées quotidiennement aux côtés des forces de sécurité intérieure dans des patrouilles conjointes pour lutter contre l'orpaillage illégal. Après une opération renforcée réalisée par le 3e régiment étranger d'infanterie, plusieurs patrouilles sont en cours pour stopper la reprise des activités illicites. En parallèle, les FAG, Forces armées en Guyane, poursuivent leur contribution aux actions interministérielles de soutien à la population en réponse à l'étiage observé depuis fin octobre sur le fleuve Maroni. La mobilisation des armées se traduit par le transport par air de denrées essentielles aux régions sinistrées à l'aide des avions de l'armée de l'air et de l'espace. Ainsi, les avions CASA effectuent 1 à 2 rotations par jour pour livrer de l'eau et de la nourriture, ainsi que des biens de première nécessité, ce qui représente cette semaine un peu plus de 26 tonnes et 3000 litres de carburant qui ont été transportés. La mission d'assistance à la population témoigne ainsi de l'engagement des FAG à répondre avec réactivité aux besoins des populations françaises. En Martinique, le 15 novembre, le partenariat militaire opérationnel réalisé par le 33e régiment d'infanterie de marine au profit de 25 militaires des forces armées d'Haïti s'est conclu par un exercice de synthèse qui est venu valider les acquis. Par ailleurs, la frégate de surveillance Ventose a appareillé le 13 novembre dans le cadre de la mission Caraïbes Royale 24 de lutte contre le narcotrafic. Le navire a poursuivi sa patrouille ensuite en réalisant plusieurs exercices de sécurité à la mer avant de faire escale à Saint-Domingue en République dominicaine le 18 novembre. Cette mission démontre la détermination à lutter contre les trafics illicites de tout genre et ainsi favoriser la sécurité régionale. Ceci conclut ce point sur les opérations. Je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, merci. J'ai une question, une précision. La question, c'est sur la mission ECC sur la Corée du Nord. Est-ce que vous pouvez un peu développer un peu l'historique de la participation française à cette mission? Est-ce que c'est lié à l'engagement croissant de la Corée du Nord en Ukraine que la France s'implique dans la région? Et très concrètement, qu'est-ce que fait la frégate? Qu'est-ce qu'elle y trouve? Quelles sont ses actions? Et la précision sur la Méditerranée orientale, peut-être que j'ai raté ça, mais le PHA qui va être envoyé sur place est rentré, ne se trouve plus en Médor? Merci. Merci Nicolas. Donc la mission ECC, c'est une mission à laquelle la France participe depuis assez longtemps. Je reviendrai vers vous pour avoir la date exacte. Historiquement, on y participe à la fois avec des bâtiments de la marine, mais également des avions de surveillance maritime. Et on a aussi du personnel qui se trouve à la fois en état-major et déployé dans l'état-major opératif local. Donc ce n'est pas une nouveauté et la participation française est de longue date. Pour ce qui est de la présence du PHA en Médor, donc la France, les forces françaises adaptent en permanence leur dispositif à la situation. Et donc, effectivement, il apparaît aujourd'hui que la situation est compatible avec une tenue d'alerte un petit peu plus à distance. Et donc, effectivement, le PHA se trouve aujourd'hui à quai, à Toulon, ce qui ne signifie pas que la réactivité des forces françaises a été réduite, bien au contraire. Et comme vous le savez, nous avons toujours un bâtiment, une frégate qui se trouve en Méditerranée orientale pour assurer notre capacité autonome d'évaluation de la situation. Oui, colonel, les Ukrainiens ce matin fait état d'un tir d'ICBM contre Dnipro, ce qui serait une première si c'était confirmé. Est-ce que la France a quelque chose à en dire? Est-ce qu'elle est en mesure de confirmer ce tir ou pas? Merci pour cette question. Donc, c'est une information qui a été donnée par les Ukrainiens, à laquelle je ne ferai pas plus de commentaires quant à l'application du renseignement.
cette action confirme que la situation en Ukraine est extrêmement préoccupante, bien entendu. L'action de la France, je vous le rappelle, est aux côtés des Ukrainiens, a commencé dès le premier jour de l'attaque ukrainienne. Elle se situe essentiellement autour de deux piliers, le pilier formation et le pilier cession de matériel. Et la France a pris sa part dans son appui à l'Ukraine, comme ça a été rappelé au cours des nombreux points presse qui ont été donnés ici. Le sujet aujourd'hui, c'est bien le sujet des frappes dans la profondeur, avec une dialectique qui est plutôt escalatoire et une grammaire qui va parfois chercher la grammaire nucléaire. La position de la France est celle de notre président de la République, chef des armées. Donc, je vous invite à reprendre notamment les propos qu'il avait tenus à Meseberg en mai dernier quant à la politique que la France mène dans ce domaine. Bon, écoutez, merci beaucoup, colonel. Merci. D'être venu et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain point presse qui se tiendra ici à Ballard, jeudi à 11h. Très bonne journée et de bonne fin de semaine à tous.